Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro, depuis Los Angeles, Californie. Savez-vous que le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, a largué 26 000 bombes aériennes sur des villes paisibles, Tartea? Et d'ailleurs, il a reçu le prix Nobel. J'ai toujours été étonné par la stupidité de nombreux experts prétendument profonds, qu'il s'agisse de musique, de politique ou d'économie. Prenons par exemple la question suivante. Les Iraniens ont-ils travaillé sur un programme nucléaire? Pas l'atome pacifique, mais un programme nucléaire. Ou bien tout cela n'était-il qu'un atome pacifique dont ils n'avaient absolument pas besoin? Ils n'ont pas besoin d'une telle quantité d'hydrocarbures et autre chose du genre. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la face cachée de la Lune qu'elle n'existe pas. Il existe d'autres moyens de détecter des objets et des activités, par exemple, avoir une tête non seulement pour manger avec. On peut commencer à se demander pourquoi les Iraniens ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour creuser plusieurs énormes fosses sous les rochers, des espaces sous les rochers. C'est-à-dire, si tout est si pacifique, pourquoi descendre à des centaines de mètres sous terre ou sous les rochers? Ensuite, si c'est un atome pacifique et que l'Agence internationale de l'énergie atomique peut aider, alors pourquoi, comme on dit, ne pas aider un frère qui développe un atome pacifique? Pourquoi ne pas laisser entrer dans ces centres des scientifiques ennuis du monde entier? Je pense qu'ils partageraient volontiers leurs connaissances. Voici A. Pourquoi risquer des sanctions, un blocus économique, et entrer en confrontation directe en général avec l'Occident, alors qu'on peut tout montrer et rassurer le monde, dire « les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous arrive, hein ?» Et enfin, pourquoi vendre du pétrole 15 à 20% moins cher et perdre des milliards de dollars simplement parce qu'il n'y a que la Chine qui ose contourner les sanctions et acheter tout ce que l'Iran produit? Pourquoi perdre de l'argent, perdre des contacts, endurer des privations? Oui, il serait si facile de comprendre que tout cela est simple à faire, de dire oui, entrez, regardez, qu'est-ce que vous voulez, et c'est tout. Une autre légende intéressante circule selon laquelle les Américains auraient tellement saboté le programme nucléaire iranien que maintenant, il faudra des années pour la restaurer, mais ils l'ont sabotée de telle manière qu'il ne faudra que quelques mois pour la remettre en état. C'est une interprétation totalement erronée des événements. Vous vous souvenez de la blague sur le cheval? À propos de savoir si elle pouvait manger un seau de grain, voilà, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Le paysan écoutait ça et dit « Manger, elle peut, mais qui va lui donner ?» C'est vrai? Je pense que ceux qui s'agitent comprennent-ils au moins que ce soit des années ou des mois, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est tout autre chose. L'Iran sait maintenant que dès qu'ils construiront quelque chose qui ressemblera à un programme nucléaire, il y aura des bombes anti-bunkers qui viendront et tout sera détruit. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous, par exemple? Nous allons faire exploser leur programme nucléaire chaque année si cela prend des mois, ou tous les 2 ou 3 ans si cela prend des années. C'est désormais un raisonnement théorique. L'Iran a déjà compris l'essentiel, cela sera détruit par des explosions. Autrement dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous ne permettrons pas à ces fous et qui crient, gesticulent et disent qu'ils vont tous nous tuer d'avoir des armes nucléaires. Et nous ne faisons pas que le dire, nous le faisons. De plus, s'ils l'apportent billes de Corée du Nord, du Pakistan ou de Russie, le Mossad le saura. Il est déjà clair pour tout le monde que le Mossad en sait plus qu'eux. Où est la main gauche, où était la main droite, et celle-ci sera bombardée immédiatement, dans une seconde, dans un mois, peu importe, elle sera bombardée, et en même temps, tous ceux qui organisent cela seront éliminés. Vous pensez qu'il y aura tout de suite une énorme quantité de volontaires? Oui. C'est pourquoi, messieurs, la question la plus importante face à toute déclaration tapageuse, est-ce que on peut avoir des détails? Parce que c'est justement dans les détails que réside l'essence même. Vous comprenez, l'essence est dans les détails, pas dans la déclaration.
Et maintenant, je voudrais vous rappeler que ceux qui se sont abonnés à notre projet vidéo gratuit, qui s'appelle La Feuille de route, une série de vidéos passionnantes de moins de 10 minutes, doivent vérifier leur dossier de spam. Parce que au moins un tiers de ceux qui se sont abonnés ne les ont pas ouverts et il semble qu'ils soient allés dans le dossier de spam. Le spam, c'est la boîte de courriers indésirables de votre email. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est probablement là-bas. Disons-le ainsi, si le livre et ensuite les 2 ou 3 jours suivants, c'est-à-dire le projet vidéo, sont allés dans les indésirables, alors il vous suffit de montrer que ce n'est pas du spam. Votre ordinateur saura qu'il ne faut plus l'envoyer là-bas. Dites à votre ordinateur que ce n'est pas du spam. Et nous avons également ajouté plusieurs formats pour le livre. Et j'espère, maintenant, vous pourrez choisir celui qui convient à votre téléphone, à votre ordinateur ou à n'importe quel appareil sur lequel vous regardez cela. Ah, au fait, pour revenir à ce dont nous parlions, voici Donald Trump lui-même qui s'adresse aux Iraniens. Eh bien, le programme a clairement été repoussé en arrière, mais le programme a clairement été repoussé en arrière. Et la question est de savoir pour combien de temps, des mois, des années ou pour toujours. Cela suscite bien sûr un certain intérêt, mais il y a ici une image plus large, et je ne pense pas que nous devrions accorder beaucoup d'attention à des gens comme Chris Murphy. C'est un farouche opposant à Trump, qui dit toutes sortes de choses exotiques, et, eh bien vous savez, je ne lui prêterai pas vraiment attention. Je pense que nous devons regarder la situation au Moyen-Orient, et bien au-delà d'une manière plus large, avec une perspective plus vaste. Par exemple, il y a un an, à cette époque, l'Iran était en train de se diriger vers la création d'armes nucléaires. À quel point ils étaient proches, personne ne le sait exactement. Il disposait de puissantes forces armées. Il avait Teia, sa structure révolutionnaire et redoutable de commandement de la garde révolutionnaire. Il avait des groupes par procuration dans tout le Moyen-Orient, et le Hamas et le Hezbollah en sont les exemples les plus frappants. Et aujourd'hui, il n'a plus rien de tout cela. De plus, il avait des alliés dans le monde, la Russie étant l'exemple le plus évident. Et regardez la Russie, si vous voulez, après tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, après la chute du régime d'Assad, qui était un allié en Syrie, un allié de la Russie. Dans un pays auquel Poutine et ses régimes étaient leur déjà venus en aide auparavant. Mais cette fois, ils sont trop occupés par la situation en Ukraine pour faire quoi que ce soit. De même, l'Iran a également souffert. Évidemment, le régime iranien ne voudrait-il pas recevoir de l'aide de son allié la Russie, à qui il fournit, comme vous le savez, des drones et d'autres équipements militaires. La Russie n'a pas levé le petit doigt. Il en va de même pour son ami la Chine, qui, comme on le sait, reçoit du pétrole d'Iran. Eux non plus n'ont rien fait. Et l'une des choses importantes que je crois voir, c'est que, quel que soit le bilan final des dégâts causés par ce bombardement, le simple fait que les États-Unis aient réussi à faire cela, à s'y rendre, à rester inaperçus, à ne pas être détectés et à ne pas être pris pour cible par le régime iranien. Et faire ce qu'ils ont fait, en plus de ce qu'Israël a déjà accompli, c'est impressionnant. Si les rapports de renseignement concluent que l'Iran peut enrichir de l'uranium à un niveau qui vous inquiète, envisageriez-vous de bombarder ce pays ? Bien sûr. Voilà donc la confirmation pour ceux qui doutaient, sans aucun doute, absolument à 100%, qu'ils n'en doutent pas. Et personne, ni la Russie, ni la Corée, ni le Pakistan, ni la Chine, eh bien, comme ils n'ont pas aidé jusqu'à présent, ils n'aideront pas non plus à l'avenir. De plus, il s'est avéré qu'aucun système de défense aérienne russe ne voit, ne peut détecter et donc ne peut empêcher ni le B-2A, ni les autres moyens aériens d'Israël et des États-Unis. C'est d'ailleurs un énorme échec pour le complexe de défense russe. Et ses conséquences continueront longtemps d'influencer les ventes d'armes russes et la volonté des pays de coopérer avec le Kremlin. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout le programme de Donald Trump avec lequel il s'est présenté à ses élections 47, oui, est rassemblé dans un projet de loi de 1900 pages. Il a été adopté par le Congrès. Une petite majorité, un seul mot, une seule personne, une seule voix. Et maintenant, il est débattu au Sénat, où Trump fait pression sur les sénateurs pour qu'il soit adopté avant le 4 juillet. La procédure est la suivante. Les sénateurs proposent leurs amendements et ajouts. S'ils sont adoptés, les deux chambres se réunissent
pour harmoniser les deux versions du projet de loi. Ensuite, il y a un nouveau vote, cette fois sur le texte harmonisé. Si tout est approuvé, le projet de loi est transmis au président, il le signe et il devient loi. Il y a le budget et beaucoup d'autres choses aussi. Si le projet de loi n'est pas adopté, beaucoup de choses que Donald Trump a promises de faire ne seront pas financées. Donc, elles ne seront pas réalisées. En plus, il y a un petit détail, le projet de loi prévoit la prolongation des réductions d'impôts. Plus précisément, ce que Donald Trump a proposé pendant son premier mandat, il a pu le faire temporairement, car cela se faisait sans l'approbation du Congrès, du Sénat et autres procédures. Et maintenant, le moment est venu. Soit ils reviendront à ce qui existait avant Donald Trump, ce qui était une catastrophe, même avant son premier mandat, soit ils seront signés et deviendront, pour ainsi dire, la loi du pays, comme on dit. Si cette loi n'est pas adoptée, le Congrès n'approuvera pas la prolongation permanente de la réduction des impôts, ce qui signifie que les impôts augmenteront considérablement. Messieurs, beaucoup plus. Le président Trump se prépare à son discours. Le président Trump attend avec impatience le projet de loi sur les dépenses, car le Sénat doit se réunir lors d'une session exceptionnelle samedi pour discuter de la manière de faire avancer le projet de loi. La ministre des Finances a rencontré les républicains du Sénat vendredi pour apaiser les inquiétudes concernant le fait que le projet de loi de Trump augmenterait trop le déficit. Le président continue d'insister pour l'adoption du projet de loi. À l'occasion de la fête de l'indépendance, elle a publié sur les réseaux un message annonçant la suspension des négociations commerciales avec le Canada en raison des projets de ce pays d'introduire une nouvelle taxe sur les services numériques. Les législateurs disent qu'ils restent préoccupés. Le projet de loi pourrait augmenter le déficit public. Ce projet de loi prévoit environ de 400 à 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Et pourquoi proposez-vous un projet de loi avec 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses si votre objectif est de corriger le déficit? Pour l'instant, il manque 2 ou 3 voix au Sénat pour adopter ce projet de loi. Donald Trump dit qu'il est optimiste et qu'il pourra convaincre suffisamment de républicains, et que le budget qui lui donnera les mains libres pour tenir les promesses faites pendant sa campagne électorale sera adopté. Nous savons tous que les démocrates ont toujours poursuivi Donald Trump en justice dans plusieurs circonscriptions très spécifiques. Nous en avons beaucoup là-bas, il y a moins de 100 de ces circonscriptions. Oui, mais environ 90, mince, je n'arrive pas à me souvenir, 90 ou 100. Voilà pourquoi ils n'ont intenté des procès que dans ces 5 ou 6 circonscriptions. En fait, dans ces circonscriptions, ils ont trouvé 100% des juges. Des gauchistes notoires et désespérés qui ont depuis longtemps vendu, disons, leur serment d'honnêteté ou qui exécutent des ordres pour une simple soupe. C'est-à-dire qu'en déposant dans ces circonscriptions, peu importe à quel juge l'affaire tombe, là-bas, il se passe ceci. Le juge suivant arrive et il reçoit l'affaire. Peu importe que ce soit à toi ou à moi. C'est une sorte de roulette, une situation permanente comme ça. Ou alors, il savait que n'importe quelle personne dans cette roulette allait les favoriser. Ou plutôt, pour être plus précis, allait juger en leur faveur. En particulier, c'était le cas d'un district dans l'État du Maryland. Selon la loi, il est interdit de transférer une affaire d'un district à un autre. Mais quelqu'un chez Trump, chez les gars de Trump, a eu une idée géniale. Écoutez, approchez-vous. Si le juge est parti au procès, il ne peut pas juger de manière impartiale. Et puisqu'il ne peut pas juger de manière impartiale, il est tenu par la loi de confier l'affaire à un autre juge de son district. Et si tous les juges de ce district sont partis à la procédure, ils sont obligés de transmettre l'affaire à un autre district. Écoutez-moi bien. Un gars sympa, le chroniqueur Robert Gouveia. Trump frappe. Riposte, il porte plainte contre tout le tribunal de district. Cela inclut tout un groupe d'autres juges, pas seulement un seul juge, et c'est inhabituel. Nous ne voyons pas cela souvent, ni sur cette chaîne, ni même dans ce pays. Nous avons une situation où le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis agit en tant que plaignant et poursuit tous les juges. Le juge en chef George Roussel. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant ici du point de vue procédural et tactique. Maintenant qu'ils ont été poursuivis, Trump a également déposé ceci. Devinez quoi?
Maintenant, vous êtes les défendeurs dans une action en justice. Et puisque nous vous avons poursuivi, vous ne pouvez plus traiter nos affaires. Donc, vous êtes obligés de vous récuser selon les règles. Voilà, vous devez immédiatement vous retirer de nos affaires. Il est également indiqué ici que nous reviendrons à la plainte initiale, mais ceci est une requête de récusation des juges. Ils disent « Puisque nous vous poursuivons en justice, retirez-vous maintenant de l'affaire et transférez-la dans un autre district. » Les plaignants des États-Unis et le ministère de la Sécurité intérieure demandent respectueusement au juge de ce tribunal de se récuser dans cette affaire. Zinos ne précise pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Le demandeur demande également que cette affaire soit transmise au greffe du 4e district pour la désignation aléatoire d'un juge fédéral d'un autre district ou que toutes les affaires soient transférées dans un autre district. Autrement dit, on ne peut rien contre Loom à moins d'avoir un autre Loom. Nous attendons avec intérêt de voir ce qui va se passer en réponse à cela. Et nous nous attendons à voir d'autres demandes de récusation de juges dans d'autres affaires, peut-être dans l'affaire Kilmara, devant le juge Zinos et d'autres. Mais Tom Homan disait « Écoutez, nous allons continuer à expulser ces personnes, ces juges essayant de nous submerger d'injonctions judiciaires. Mais dès que nous adopterons ce grand et beau projet de loi, nous nous débarrasserons de ces menaces à la sécurité nationale. » Nous le ferons avec Ace, Tom Homan, sur ce qui va suivre. Eh bien, écoutez, il nous reste beaucoup à faire. De travail. Vous avez absolument raison, et je veux encore une fois que vous restiez connectés. Le projet de loi. Nous avons besoin de financement pour plus d'agents, de places dans les centres de détention et d'une approche plus ciblée. C'est pourquoi c'est extrêmement important, surtout en ce moment. Pour ceux qui sont sur la colline capitaliste, ça m'est égal. L'élimination des menaces à la sécurité nationale et publique doit être en dehors de la politique. Alors faites-le. Nous avons besoin de moyens pour y parvenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le président Trump. Nous avons le président Trump dans le bureau ovale. Donc je peux vous dire que immédiatement après les élections, nous n'avons pas attendu janvier. Nous n'avons pas attendu l'inauguration. Juste après les élections, je me suis réuni avec beaucoup de gens intelligents et j'ai dit « D'accord, nous avons un gros problème à régler juste après l'inauguration. » Il s'agit de plus de 2 millions de personnes qui se sont cachées des autorités et de toutes ces personnes d'intérêt particulier qui ont été relâchées sur le territoire des États-Unis. Donc nous avons commencé à nous préparer à cela il y a déjà plusieurs mois. Ainsi, dès le premier jour de travail de l'administration, nous nous mettrons immédiatement au travail. C'est pourquoi le président Trump a dit « Nous allons nous concentrer sur les menaces à la sécurité nationale et sur les menaces à la sécurité publique après les événements avec l'Iran. » Ce week-end, nous avons accéléré le rythme, ajouté plus de ressources et commencé à travailler là-dessus. Nous ferons tout notre possible aussi rapidement que possible. Vous voyez, le chef de l'organisation qui s'appelle ainsi, c'est l'organisation responsable de la capture et de l'expulsion des clandestins du pays. Il attend l'adoption du projet de loi dont nous avons parlé afin d'obtenir le financement nécessaire et la base juridique dont il a besoin. Un nouveau rapport choc l'a confirmé. Un nouveau rapport sensationnel confirme ce que beaucoup croyaient et disaient à propos des confinements. La grande industrie pharmaceutique et le docteur Fauci. Le président Trump vient de terminer la meilleure semaine de sa présidence et même Cable News Network ne peut s'empêcher de le féliciter. Eh bien, je ne peux pas ne pas le dire. Dans la ville de New York, un candidat démocrate à la mairie a déclaré que les Blancs devraient y payer plus que les Noirs, les personnes qui ont la peau foncée, olive et brun jaune. En plus du candidat à la mairie de New York. De plus, le candidat à la mairie de New York insiste sur le fait que les Américains blancs seront ciblés et soumis à une taxe plus élevée afin de financer son programme socialiste. Nous avons un nouveau candidat à la mairie de New York, Zaron Mamdani, un homme qui vit ici depuis moins de 10 ans. Il redouble d'efforts pour rendre New York à nouveau grand en imposant des taxes plus élevées aux personnes blanches afin de payer pour les étrangers et les habitants de couleur de New York. Actuellement, à New York, 30% des habitants sont des étrangers. Donc, faire des promesses irréalisables de prestations gratuites aux frais de l'Amérique en obligeant les Américains blancs à payer des impôts plus élevés. Voilà ce sur quoi il compte, pour que son message passe et l'aide à obtenir le poste en évinçant Eric Adams. Autrement dit, les démocrates, comme d'habitude, promettent en porte à certains qu'ils vont voler de l'argent à un autre groupe et le leur distribuer, en pensant que ces voix leur suffiront pour gagner les élections. Et autrefois, le racisme était interdit aux États-Unis. Eh bien, au moins, c'était quelque chose dont on avait honte. Il était interdit et honteux d'en parler à voix haute.
Scott Jennings de Cable News Network. Scott Jennings de Cable News Network a eu l'occasion de s'exprimer honnêtement sur le président Trump et tous ses succès. C'était excellent, excellent. Une excellente vidéo donc. Alors laissez-moi l'afficher à l'écran, puis nous l'écouterons ensemble. Donald Trump devient tout simplement fou avec les décrets exécutifs. Il pourrait en signer un dès aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'il le fasse. Il l'a dit lui-même aujourd'hui, et il sait que les tribunaux inférieurs ne peuvent pas simplement l'arrêter, ce qui augmente considérablement le pouvoir de la branche exécutive. Oui, regardez, c'est une excellente semaine pour lui. Et pas seulement à cause de cette décision, mais aussi parce qu'au début de la semaine, la Cour suprême a rendu une décision lui permettant de déporter des immigrés illégaux vers des pays tiers. En effet. Donc en ce moment, il a une petite série de victoires devant les tribunaux. Et, vous savez, comme beaucoup de républicains le disent, non, nous n'en avons pas encore assez de gagnés. Cela s'est produit alors que le marché boursier atteignait des sommets historiques. Il a servi de médiateur pour un cessez-le-feu lors de la guerre de 12 jours entre le Rwanda et le Congo. La paix est arrivée. Je veux dire, les prix de l'essence cet été sont au plus bas depuis 4 ans. C'est-à-dire victoire après victoire, et c'est justement cette victoire qui est la plus importante. Parce que certains juges, à mon avis, empêchaient injustement le président de diriger le pays. Il a gagné les élections, eux non. Nous n'avons pas 600 présidents, nous n'en avons qu'un seul, et maintenant il pourra vraiment diriger le pays. On peut donc dire que cette semaine, ou les 2 dernières semaines, sont les meilleures de toute sa présidence. Je suis d'accord avec lui. Scott, qui a été invité à participer à une émission quotidienne de gauche, s'est révélé être 10, 12, voire 34 fois plus intelligent que tous les autres dans ce studio de télévision. Il a progressivement commencé à devenir, je dirais, presque une figure culte en Amérique. Ses discours courts, ses réponses, ses explications, ils sont partagés, découpés, on en fait des shorts, on en discute et on fait des prédictions à leur sujet. Un grand avenir l'attend dans les médias et peut-être même d'ailleurs en politique. Quel bonheur et quel privilège de couvrir cela comparé à tout ce fond horrible, cauchemardesque, nauséabond que j'ai dû couvrir pendant 4 ans sous Joe Biden et Kamala Harris. Ils n'ont pas énuméré tout ce qui jouait en faveur de Trump et tout ne sera pas toujours à son avantage, mais je vais simplement énumérer ces points. Un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël après le bombardement des sites nucléaires. Aucun mort n'a été à déplorer. La Cour suprême a mis fin au coup d'État judiciaire en limitant la portée des injonctions judiciaires à l'échelle nationale. Donald Trump a obtenu que chaque pays de l'OTAN consacre 5% de son produit intérieur brut à la défense, ce qui représente des milliards et des milliards de dollars. Le Rwanda et le Congo ont signé un accord de paix historique mettant fin à une autre guerre. Le président Donald Trump a obtenu l'autorisation de la Cour suprême d'envoyer les immigrés illégaux vers des pays tiers. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint un niveau historique. Le président Trump a remporté une victoire après que le Sénat a tenté de limiter ses actions en Iran avec une résolution sur les pouvoirs de guerre. L'accord avec la Chine a été signé. Plusieurs grandes entreprises alimentaires ont rejoint la liste croissante de celles qui se sont engagées à retirer les colorants artificiels toxiques des aliments américains. Les experts économiques déclarent que Trump a complètement gagné sur la question des tarifs douaniers et, selon les données du gouvernement, plus de 30 milliards de dollars par mois sont actuellement perçus. Et le président Trump dit « Nous ne faisons que commencer, point final ». Les paiements de la sécurité sociale ont enregistré la plus forte baisse mensuelle de toute l'histoire. C'est bien parce que cela signifie qu'ils ont éliminé le gaspillage, la fraude et les abus. Et comme je vous l'ai dit la nuit dernière, de gros œufs de Doggy, il a été spécialement engagé en tant que fonctionnaire d'État spécial pour détecter la fraude restante dans le système de sécurité sociale et le renforcer. Pour les retraités américains, c'est énorme. General Electric a annoncé qu'elle rapatriait sa production de Chine vers le Kentucky, aux États-Unis. Le Pentagone a commencé à réintégrer les militaires qui avaient été injustement renvoyés pour avoir refusé de recevoir le vaccin expérimental. Le président de l'Université de Virginie a démissionné après que le président Trump a exercé des pressions.
Ça a été une semaine incroyable pour MAGA et le président Trump. Faites-le savoir dans les commentaires. En avez-vous assez de gagner? Moi non, messieurs. Nous allons découper ce passage sur la réussite de Trump et le mettre à part spécialement pour que vous puissiez le partager avec vos amis. Est-ce que je suis personnellement fatigué des victoires? Non, je ne le suis pas. Et vous? C'est agréable de voir que même ceux qui ne peuvent rien dire sont obligés de reconnaître ce qui est impossible à nier. Les détails de l'accord cadre ont également été confirmés. Bien sûr, l'introduction initiale des tarifs par Trump au printemps a nui aux marchés américains, mais maintenant, les marchés se sont rétablis et ont même augmenté. Les indices S&P 500 et Nasdaq ont atteint des sommets historiques rien qu'hier. Et il ne s'agit pas seulement du marché boursier. L'inflation, la principale crainte économique de ces dernières années, semble être sous contrôle. Actuellement, le taux d'inflation est de 2,4%, alors qu'il y a 4 ans, il atteignait 7%. Pendant ce temps, les ouvriers ont vu leur salaire réel augmenter de 1,7% au cours des 5 premiers mois de la présidence de Donald Trump. C'est la hausse la plus significative depuis près de 3 générations. Notez bien, 3 générations, cela représente de 60 à 75 ans. Et l'augmentation des salaires, en tenant compte de l'inflation, a vraiment eu lieu pendant toutes ces années. Malgré l'impact sur notre dette publique, certains espèrent que le grand et beau projet de loi de Donald Trump apportera un soulagement financier supplémentaire aux ouvriers et créera également des incitations à construire plus d'usines aux États-Unis. Certains voient déjà cela se produire. Par exemple, elle vient d'annoncer qu'elle investira près d'un demi-milliard de dollars pour transférer la production de machines à laver de la Chine vers le Kentucky. Et puis il y a la question de la frontière. Selon le rapport de mai, les franchissements de la frontière ont atteint leur minimum. À la frontière sud-ouest, on enregistre désormais 282 cas par jour, soit une baisse de 93% par rapport à l'année dernière. Et c'est le niveau le plus bas depuis le début des années 1960. Il est possible que les applaudissements retentissants à propos de ces frontières viennent de la communauté latino-américaine des États-Unis. Jeudi, Pew Research a publié une analyse des surprises de l'élection de 2024. Parmi celles-ci, il y a le fait que le président Trump a obtenu un pourcentage de voix latino-américaines plus élevé qu'on ne le pensait auparavant. Hillary Clinton avait un avantage de 38% sur Trump parmi les électeurs hispanophones. En 2016, Joe Biden a devancé Trump dans ce groupe démographique de 25 points de pourcentage. Et quel a été l'écart de Kamala Harris parmi ces mêmes électeurs par rapport à Trump? Seulement 3 points de pourcentage. Et peut-être, c'est surprenant. Pew Research a conclu que si tout le monde votait en 2024, contrairement à l'opinion selon laquelle une forte participation aide les démocrates, Donald Trump aurait quand même gagné. Avec tous les succès de la politique de Donald Trump et la division au sein du Parti démocrate, une division entre les socialistes modérés, c'est-à-dire profiter de ceux qui sont plus riches, vivre à leurs dépens, et les communistes trotskistes radicaux du genre « frappe-le, tue-le ce capitaliste, lui prendre tout mettre dans la caisse commune et se goinfrer à 3 gorges, le parti est en train de s'effondrer ». Et d'ailleurs, ce mur de procureurs et de juges qui ont été nommés par Obama et financés par Soros, et avec leur aide, ils ont essayé d'écarter, ou alors sans aucun lien. Nous les connaissons, donc MAGA et Trump en particulier, elles aussi commencent à se fissurer. Après de nombreuses années à utiliser le système judiciaire contre le président Trump, toute leur stratégie s'est effondrée avec fracas. Letitia James, la femme qui avait promis de faire tomber Trump, se retrouve maintenant elle-même sous enquête criminelle. Je vous rappelle, la jeune fille noire de New York qui... La suite concerne la brochure de Trump parce que dans la brochure publicitaire de Trump, il était écrit que sa maison Mar-a-Lago valait plus que ce que pensait cette fille, Letitia. Elle a exigé et obtenu d'un juge corrompu à New York une amende. Trump doit payer plus de 500. Non, pas des dollars, des millions de dollars. Bien sûr, il y a un appel et tout ça, mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'elle a exigé cela et elle l'a obtenu.
Pendant tout ce temps, elle creuse désespérément sa propre tombe en ignorant ouvertement la décision de la Cour suprême. L'ironie est tout simplement incroyable. Il serait impossible d'imaginer un adversaire plus autodestructeur que celui-ci. Commençons par la dernière nouvelle sensationnelle. Il y a à peine 36 heures, comme vous le savez, la Cour suprême a porté un coup dévastateur aux partisans des poursuites judiciaires, statuant que les juges fédéraux ne peuvent plus émettre d'injonctions nationales contre les décrets présidentiels. Concrètement, cela signifie que le décret de Trump sur le droit à la citoyenneté par la naissance peut désormais entrer en vigueur dans les 50 États. Et les démocrates deviennent littéralement fous à cause de cela, en particulier la procureure générale de l'État de New York, Letitia James. Si vous n'êtes pas au courant, James fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour le même type de fraude dont elle accusait Trump. Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir accusé Trump d'avoir tenté de tromper une banque, elle falsifiait elle-même ses documents à ce moment-là pour tromper une banque. Il s'agit d'une fraude immobilière. Encore une fois, on ne pourrait pas inventer ça. Et maintenant, on reçoit des informations selon lesquelles elle ignore ouvertement la décision de la Cour suprême. En fait, James déclare qu'elle refusera d'appliquer l'ordonnance permettant au décret du président Trump sur le droit à la citoyenneté par la naissance d'entrer en vigueur, tant que la Cour n'aura pas rendu de décision définitive sur cette question. Autrement dit, James déclare ouvertement qu'elle va s'opposer à cela et qu'elle va organiser une résistance juridique contre la décision de la Cour suprême permettant au décret sur la citoyenneté par la naissance d'entrer en vigueur. Ainsi, elle défie ouvertement cette décision de justice. Et c'est pourquoi c'est tellement drôle, car c'est elle qui fait actuellement l'objet d'une enquête. L'Agence fédérale de financement du logement a transmis l'affaire à Letitia James pour des poursuites pénales, affirmant qu'elle avait falsifié des documents hypothécaires afin d'obtenir un prêt plus avantageux. Désormais, le FBI a ouvert une enquête officielle et un grand jury fédéral a émis des assignations. La femme qui a bâti toute sa carrière sur la poursuite de Trump pour avoir prétendument surévalué la valeur de ses biens immobiliers est maintenant elle-même accusée de la même chose. Il y a même une affirmation selon laquelle elle et son père auraient signé des documents hypothécaires en 1983 en se faisant passer pour mari et femme. Encore une fois, on ne pourrait pas inventer ça, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que si l'on regarde de plus près, il devient évident que toute la stratégie de guerre juridique des démocrates contre Donald Trump s'est effondrée comme un château de cartes. L'affaire fédérale de Jack Smith s'est effondrée. Il est parti. Toute son équipe de procureurs a été licenciée. L'affaire en Géorgie est pratiquement morte. L'affaire du procureur du district de Manhattan, dans laquelle Donald Trump a été reconnu coupable, sera annulée en appel ou classée. Les républicains à la Chambre des représentants ont publié un rapport montrant comment le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, et le juge Merchant ont violé les droits constitutionnels de Donald Trump. Le rapport décrit comment Bragg a utilisé une théorie inconstitutionnelle de la poupée russe selon laquelle les jurés n'étaient pas tenus de parvenir à une décision unanime sur les éléments factuels du crime. C'était une parodie de justice. Et maintenant, bien sûr, la pratique des démocrates consistant à choisir des juges pour trouver des juges de gauche à travers tout le pays afin d'émettre des injonctions judiciaires nationales a été complètement détruite depuis hier. Donc, en ce moment, nous voyons une véritable panique de la part de l'establishment démocrate. Ils ont tout lancé contre Trump, 4 affaires pénales, des poursuites civiles, des tentatives pour le disqualifier, des élections. Et non seulement cela n'a pas fonctionné, mais cela s'est aussi retourné contre eux de façon spectaculaire. Comme cela a été rapporté, la cote de popularité de Trump a augmenté pendant les procès. Les Américains ont vu leur tentative désespérée d'interférer dans les élections. Et maintenant, Letitia James essaie désespérément d'utiliser l'argent des contribuables pour payer sa défense juridique. Réfléchissez-y simplement. La femme qui a poursuivi Trump pendant des années demande maintenant aux contribuables de New York de payer sa propre défense pénale. Et je veux dire, l'hypocrisie est tout simplement stupéfiante. Donc, les conséquences de la décision de la Cour suprême de vendredi restent énormes.
Et cela pousse les démocrates comme Laetitia James à persévérer encore plus dans leur stupidité. Quelle est la première règle quand on se retrouve dans un trou? Quelle est la première règle, n'est-ce pas? Arrêtez de creuser. Arrête de scier la branche, pas la branche des garces, mais la branche sur laquelle tu es assis. Arrête de creuser de plus en plus profond si tu es déjà dans un trou. Mais il semble que les démocrates, étant des personnes émotionnelles plutôt que rationnelles, j'essaie de le dire sans offenser qui que ce soit, correspondent à l'image de pseudo-intellectuels ou de soi-disant intellectuels partiels. Je m'explique. Disons, voici Albert Einstein, oui, eh bien, dans les sciences exactes, il vérifie tout, il teste tout, il justifie tout, il ne prend rien pour acquis. C'est-à-dire un véritable intellectuel dans sa profession. Mais si vous êtes Einstein et que vous voulez que Joseph Staline ait aussi la bombe atomique comme il le voulait et faisait tout pour cela auparavant, parce que les capitalistes les sont immoraux et ils veulent réduire tout pour eux-mêmes, tandis que Staline et les communistes font tout pour le peuple. En science, il vérifie tout, il ne fait pas confiance, il étudie les faits, la logique, mais dans d'autres domaines, il croit aveuglément parce que la propagande et ses émotions le lui ont soufflé. C'est ça, un intellectuel partiel. D'ailleurs, cette histoire à propos d'Albert Einstein, elle existe dans la vraie vie. Non seulement il couchait avec une espionne soviétique, en sachant qu'elle était une espionne soviétique, mais en plus il lui transmettait des copies de recherche et de plans. Les démocrates d'aujourd'hui sont peut-être ce que nous appelons des gens pas stupides, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler joliment de psychologie, d'art, de leur activité professionnelle. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose lié à leurs émotions, et tout ce qui est public est lié aux émotions, ils deviennent stupides, peu développés, et beaucoup... Eh bien, je ne sais même pas, disons, Pompadour n'est probablement pas un mot, pompeux, voilà, pompeux c'est le mot des interlocuteurs pompeux. La question est, comment une personne aussi intelligente peut-elle être aussi idiote? Cette question est tout à fait légitime. Elle concerne les soi-disant intellectuels démocratiques d'aujourd'hui. Autrement dit, le Parti démocrate repose sur des personnes qui ont passé de nombreuses années dans les universités, dans tous leurs collèges, etc. Et plus ils y sont restés longtemps, plus ils ont été formatés. Donc, tu ne peux pas poser de questions, tu es obligé de croire sur parole. Si tu as même pensé une seconde là-bas que quelque chose pouvait clocher, que peut-être les capitalistes avaient raison sur un point, Dieu nous en garde, alors tu es un ennemi, il faut t'éradiquer, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été complètement conditionnés. Pour ainsi dire, avec ce même jus dans lequel, malheureusement, nos enfants mijotent dans les universités, et aussi déjà dans les écoles, et même dans les jardins d'enfants, ils ont déjà commencé. En fait, notre culture occidentale, soi-disant, bien qu'elle soit basée sur les principes du capitalisme, elle éduque. Pas d'elle-même. C'est ainsi que cela s'est passé, pour ainsi dire. Il y a des racines à cela, oui, il faut lutter contre cela. Elle forme des jeunes gens en tant qu'intellectuels partiels, c'est-à-dire des physiciens dans leur domaine, ou en géométrie, ou là-bas. Comme il y a une personne corpulente, un certain Dimitri, comment déjà... Ah, Bykov, oui, voilà, comment dire. Donc Bykov, là-bas, eh bien, je ne sais pas, un bon poète, on dit qu'il est très bon. Littérature spécialiste. Mais c'est un idiot absolu dans tout ce qu'il essaie, le principal, c'est qu'il a envie d'en parler. Voilà, c'est encore un autre trait intéressant. Par exemple, si c'est un musicien, il y a l'harmonie, et tout ça, la composition, et puis, il y a un physicien qui arrive et commence à raconter n'importe quoi. C'est plus simple avec les notes. Le musicien commence à s'indigner, à s'énerver, et finalement, il lui dit « Tu es stupide », ou inversement, disons. Un musicien est venu voir le physicien, il a commencé à lui expliquer que la matière n'est pas du tout composée de ce que le physicien pense, mais elle est composée d'une théorie idiote inventée par un certain sorcier, quelque chose comme ça. À cela, le physicien finit par dire « Sors d'ici, va chez le Ti ». Mais tous les deux, s'ils ont étudié dans des universités occidentales, ils sont tous les deux, eh bien, soit complètement idiots, il suffit de leur agiter un chiffon rouge dans une émission de télévision et de leur dire 2 fois quelque chose.
Eux aussi, ils tendent leurs oreilles énormes sur lesquelles leur tête tient ou ne tient pas. Bon, ce n'est plus important. Ce qui compte, c'est que vous compreniez ce que je veux dire. Plus les gens ont étudié longtemps dans les universités en Amérique, en Europe et ailleurs, plus malheureusement ils deviennent stupides dans tout, sauf dans leur propre profession. Sur ce, nous terminons. Au revoir. Sous-titres créés par